aujourd'hui de nombreuses applications du big data, tout simplement, en fait, où on va chercher à voir en fait, les effets causes-conséquences liés à des phénomènes météo sur de l'audience télé, sur des ventes de tongs, de glace ou de moufles. Et voilà. Et donc en fait, ces analyses croisées, c'était déjà en fait un petit peu disponible. Typiquement, on faisait déjà de la prévision de vente basée sur de la météo, parce qu'on savait que c'était un facteur important d'explication des ventes. Aujourd'hui, on l'étend en fait, de façon un peu plus élargie à plein de domaines qui avant n'avaient pas ça. Il y a aussi le politique antiterroriste aussi. Le politique aussi, les politiques, les gens qui basculent d'un parti politique à un autre parti politique. Ouais, alors j'ai juste une info très générale là-dessus, donc je suis pas forcément mieux placé. Il y a des documents sur Obama contre Romney. Voilà. Vous avez tous entendu parler en fait de l'utilisation du big data dans la campagne d'Obama. C'était exact, c'est ça qui est important de le dire, c'était exact à la deuxième décimale près, c'était les prédictions étaient meilleures que celles qui étaient données par les polling. Ouais, alors c'était voilà. Il y a eu beaucoup de littérature là-dessus, donc là-dessus on risque d'en passer un peu des portes ouvertes, mais c'est vrai que le big data dans le cas en effet de la campagne d'Obama, quand je vous parlais de micro-décision, ce qu'a été capable de faire en fait l'équipe big data qui bossait pour Obama, c'était de vous dire dans telle rue qu'il faut aller voir tel numéro et tel numéro dans la rue pour convaincre les mecs de voter Obama. Et quand je vous parle de micro-décision, c'est qu'on était à ce niveau-là. Et ils recoupaient en effet des bases de données dans plein de domaines différents pour être capable de donner ce niveau-là de détail. Voilà. Et donc vous voyez en effet que c'est très bas niveau, mais c'est très efficace. Moi je pense qu'il y a vraiment, un virement qui passe de ce qu'on appelle la statistique à la business intelligence, avec vraiment le mot intelligence. Et le fait que les gens commencent à essayer de pousser de la compréhension plutôt que de la corrélation dans leur raisonnement. Qui comprennent, typiquement nous aujourd'hui, beaucoup de nos clients voyaient encore leur ticket de caisse, les tickets de caisse de leurs utilisateurs comme des listes de références. Nous, on commence à essayer à leur faire comprendre qu'en fait, ces références, elles ont des points communs. Elles sont toutes plus ou moins proches les unes des autres. Typiquement, il y a des choses qui s'appellent le bio, il y a des choses qui s'appellent le sans gluten, etc., etc. Et que ce sont des axes qui sont vraiment très intéressants de découper aussi. Et ça, c'est le fait que chaque industrie commence à pousser vraiment de la compréhension dans l'analyse statistique froide qu'elle faisait avant. Je pense que c'est ça vraiment un grand changement qui est en train de se passer en ce moment. Alors pour prêcher pour ma paroisse, en rebondissant un petit peu sur ce que dit Antoine, c'est exactement nous notre parti pris, c'est de dire qu'en fait, big data ou pas, une fois de plus, c'est sous le capot, et la rigueur, on n'est pas censé ouvrir le capot. Mais ce qu'on veut nous rendre comme promesse à l'utilisateur, c'est la capacité à accéder à de la donnée complexe sans aucune complexité de manipulation. Et lui promettre qu'en gros, on va lui jeter le graphique qui a priori répond le plus à son besoin, et lui permettre partant de là d'interagir avec ce graphique, de rajouter des données différentes provenant de différentes sources, ainsi de suite, et de le soulager de toute cette complexité avant de traitement de la donnée qui était nécessaire pour en effet qu'un statisticien puisse passer de données brutes à une information digeste. Voilà. Avant, il n'y avait que les experts qui pouvaient faire cette chaîne-là, et ça nécessitait beaucoup de trafic, de manipulation ad hoc. Nous, aujourd'hui, notre service, une fois de plus, c'est la phase commerciale, la phase de je fais de la tâche. Voilà, c'est la promesse, en effet, de faire tout ça un peu à la volée pour démocratiser toute cette chaîne-là et rendre donc, à l'utilisateur un outil qu'on qualifie d'un outil d'analytics pour les nuls. Donc, voilà, n'importe qui peut donc maintenant en fait, construire le graphique dont il a besoin pour sa réunion en 2000 mètres. Voilà. C'est là que Captain Dash nous manque. Je vais poser la dernière question, ensuite on passera au Q&A. Peut-être ça tombera bien, une question un peu philosophique. Pour rester dans le domaine prédictif, je vais schématiser beaucoup, mais en gros, le rêve, le fantasme du big data, c'est, voilà, on va prendre toutes ces données de tous les silos, comme tu disais, et on va voir où sont et on va voir le plus de corrélations possible, et ça va nous permettre de découvrir des choses, genre les gens qui s'appellent Hervé, ils achètent plus de concombres le vendredi à 3h. Et on ne sait pas pourquoi, mais on constate la corrélation, et donc c'est super parce qu'on va vendre plus de concombres. C'est le truc de première année, la corrélation n'est pas la causation. J'ai un ami économétriste qui me dit je suis désolé, hein, quand j'ai un groupe de contrôle, que je fais 4 contrôles sur ma corrélation c'est un peu de la causation, mais il y a un outil très bon qui s'appelle le Google Correlate, je ne sais pas s'il y a Bing Correlate, où on tape un terme et il vous sort le terme le plus corrélé à ce terme-là,
dans les logs de Google. Alors parfois, c'est des termes très corrélés, parfois c'est des termes qui n'ont aucun rapport et c'est juste du bruit statistique. Est-ce qu'il n'y a pas là la limite du potentiel prédictif de la big data à trouver des corrélations qui n'ont pas forcément de sens, et il faut derrière un regard humain pour se rendre compte de ce qui fait sens et ce qui ne fait pas sens. C'est la dernière question philosophique. Non, en fait, quel que soit l'outil que je vous donne dans les mains, vous pourrez faire des conneries avec. Et voilà, et donc on n'a jamais inventé pour le moment l'informatique qui réfléchit à la place de son utilisateur. Et donc en fait, aujourd'hui, ce qu'offre le big data, c'est l'accès à des volumes plus grands, à des informations plus riches, à des informations plus interopérables, et tout ça pour un coût très modique. Et on n'a pas parlé d'un des gros facteurs en fait, de cette vague-là aujourd'hui, c'est qu'elle est essentiellement dictée par son côté open source, essentiellement. Donc là, le fait que les prix en fait, ont été divisés par 10 ces dernières années sur le stockage, le calcul et le reste. Voilà. Mais en effet, vous aurez toujours la possibilité, en effet, quand vous voudrez faire de la corrélation, de la prédiction et tout ça, vous trouverez toujours des choses qui seront stupides et qu'il est nécessaire en fait de. Enfin voilà, on pourra toujours en effet aboutir à des non-sens un peu stupides avec l'utilisation de ces technos. C'est pas une Ferrari en fait, le Big Data, c'est plutôt un gros tracteur, mais il y a toujours possibilité de se mettre sur le toit avec un tracteur. Surtout qu'on a besoin de l'équipe pour analyser les données. Ouais, alors justement, j'aimais bien ce que disait Antoine sur le fait on dépossède un tout petit peu les statisticiens aujourd'hui, en effet, de l'accès aux données et de leur compréhension. C'est vrai que les statisticiens ont souvent été comme des vestales autour d'un chaudron.